Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, sommaire de l'actualité. Il s'agit d'une étape majeure de l'histoire d'Ennahda. Le parti politique tunisien a officialisé ce samedi la séparation entre le religieux et le politique. Et le dialogue politique a repris ce samedi en Tanzanie, dialogue politique inter-burundais, mais une rencontre à l'issue incertaine car boycottée par l'opposition. Le CNRD n'y aurait pas été invité dans son intégralité. Et au Rwanda, 10 ans après, qu'en est-il des réformes du gouvernement visant à améliorer les conditions du monde agricole? Une politique vigoureuse a en effet été lancée et a permis un recul de la pauvreté, mais beaucoup reste à faire pour bon nombre d'agriculteurs. Ennahda a ouvert à Rades ce vendredi son 10e congrès. Mesure annoncée et non des moindres, les activités religieuses et politiques du parti sont officiellement séparées. Il s'agit donc d'une évolution visant à transformer le mouvement en un parti civil. Corinne Kamdem. De l'islam politique à la démocratie sociale. C'est une nouvelle ère pour l'Ennahda qui a débuté son 10e congrès ce vendredi 20 mai à Rades en Tunisie en présence du président de la République, Béji Caïd Essebsi. Ils sont plus d'1 millier de délégués à se pencher sur l'avenir du parti. Objectif, passer d'un parti islamiste à un parti civil et démocratique. Nous nous efforçons de séparer la religion des batailles politiques et nous vous invitons à assurer que les mosquées restent en dehors des querelles politiques pour qu'elles demeurent des endroits de rassemblement et non de division. Seulement 2 années après sa victoire aux premières élections de l'après-révolution en 2011, l'Ennahda a été contraint de passer le flambeau, essuyant un lourd revers lors des élections législatives de fin 2014 en perdant face au parti Nida Tounes dont est issu Béji Caïd Essebsi. Motif de cet échec, selon les observateurs, son incapacité à séparer le politique du religieux dans sa gestion de l'État. Ennahda est arrivée au pouvoir démocratiquement après la Révolution. Elle a constitué une troïka démocratique avec des partis non islamistes et ils ont tous échoué. Pourquoi? Parce que ils se sont répartis des sièges dans les coalitions qui se sont faites, mais sans absolument arrêter de programme clair. Il n'y avait ni vision économique, ni vision sociale, ni programme. Ils se sont aperçus de l'inanité de leur approche fondée sur seulement la religion. Cette nouvelle approche dans la gestion du parti serait donc le moyen pour lui de redorer son blason et ainsi paraître plus crédible politiquement en Tunisie, mais aussi à l'international. Le congrès prendra fin ce dimanche 22 mai à Hammamet. Moins de 48 heures seulement après son inculpation pour atteinte à la sûreté de l'État, Moïse Katumbi a atterri à Johannesburg, en Afrique du Sud, ce samedi, après avoir été autorisé à aller se faire soigner à l'étranger par la justice congolaise. Le candidat à la présidentielle inculpé dans une affaire de recrutement de présumés mercenaires étrangers subirait plusieurs examens médicaux. En République démocratique du Congo, toujours, l'annonce a été faite ce vendredi à Kinshasa. Une nouvelle plateforme politique a vu le jour, l'Union pour un franc dialogue. C'est son nom, réunit une vingtaine de partis politiques dans le but de soutenir, entre autres, le dialogue politique national inclusif annoncé il y a des mois, mais toujours au point mort. En RDC, un reportage de Jacques Amboka. L'Union pour un franc dialogue, c'est la nouvelle plateforme politique qui a vu le jour ce vendredi 20 mai à Kinshasa. Une vingtaine de partis politiques ont participé à l'acte de création de cette plateforme. C'est reconnaissant de l'opposition, cette nouvelle structure veut jouer un rôle dans le processus du dialogue politique congolais bloqué au niveau de la constitution du bureau préparatoire. Nous créons une plateforme parce que nous pensons que pour un pays comme le Congo, nous ne pouvons gagner qu'ensemble. Et ensemble, nous pouvons arrimer toutes les intelligences pour trouver des solutions difficiles aux problèmes qui sont posés chez nous. Nous avons des plateformes qui sont totalement hostiles au principe même de dialoguer, alors qu'en contrepartie, ils ne proposent rien. Mais nous ne sommes pas hostiles au principe de dialoguer, ni au dialogue même. Mais ce dont nous demandons les contenus. Avant même de dire oui ou non, il faut savoir de quoi il s'agirait, de quoi parlerions-nous. Les processus électoraux et les dialogues sont au centre de la politique congolaise en ces jours, justifiant la création de plusieurs formations politiques et plateformes. Pour les observateurs, l'univers politique congolais compte déjà des formations politiques de trop. Il faut que nous arrivions, nous tous, à imposer une certaine rupture dans la manière d'être politicien au Congo,
et même de faire la politique. Ce n'est pas le grand nombre qui importerait, mais c'est plutôt l'harmonie de vue, l'identité réelle de la chose qui importe. Et au Congo, croyez-moi, il y en a trop, mais il y en a aussi trop de creux. Nous pensons que nous arriverons à donner suffisamment du contenu à l'initiative qui vient d'être née, et nous ne pensons pas être de trop dans le macrocosme politique congolais. L'Union pour un franc dialogue trouve sur le terrain d'autres plateformes de l'opposition qui s'opposent sur la nécessité ou non de la tenue de ces pourparlers. Dans ces contextes, la nouvelle plateforme doit s'imposer par des idées nouvelles afin de se faire une place dans l'univers politique congolais. Dans le reste de l'actualité également, le verdict du procès de Hissène Habré sera connu le 30 mai 2016. L'ancien président tchadien qui a dirigé le Tchad de 1982 à 1990 est jugé notamment pour crimes contre l'humanité. Jugement au Sénégal. Il s'est réfugié depuis sa chute avant d'y être placé en détention en juillet 2013. Il encourt jusqu'à la perpétuité. Le dialogue politique interburundais visant à sortir de la crise qui dure depuis plus d'1 an a repris ce samedi à Arusha en Tanzanie. Un dialogue sans le CNRD, coalition d'opposition qui n'aurait pas été invitée en tant que telle. Les pourparlers interburundais sont au point mort, rappelons-le, depuis décembre 2015 et aujourd'hui encore. Les points de blocage sont toujours les mêmes. Le gouvernement refuse de dialoguer avec les opposants du CNRD. Corinne Kamdem. Le dialogue interburundais a repris ce samedi 21 mai à Arusha en Tanzanie pour tenter de sortir le Burundi de la crise politique née du 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. L'opposition réunie au sein du Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et de l'état de droit au Burundi a boycotté la rencontre faute d'invitation officielle. Seuls quelques membres de cette coalition ont été invités. On ne sait pas pourquoi ils ont dû changer ce qui avait été convenu entre la délégation du CNRD qui avait rencontré le médiateur Chimé, mais tout porte à croire que c'est le pouvoir de facto de Bujumbura qui a délibérément demandé ou exigé que le CNRD soit exclu. Ceci d'autant puisque le secrétaire général de l'East African Community se trouve être un membre influent du parti au pouvoir à Bujumbura. Donc nous pensons que c'est une main de Bujumbura qui nous a exclus. C'est pourquoi nous, au niveau du CNRD, nous disons que ce qui se fait pour le moment, c'est un monologue et non pas un dialogue. L'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa est le nouveau facilitateur du dialogue interburundais. Il s'investit depuis 2 mois à réunir opposition et pouvoir autour de la table. Les observateurs invitent l'État burundais à initier un dialogue inclusif et à respecter et faire respecter tous les accords signés par les acteurs politiques pour le retour de la stabilité. Le respect des accords implique que les différentes composantes puissent d'abord croire, puissent se retrouver dans ces accords-là. Ça, c'est une évidence. Mais dès lors qu'il y a une partie qui n'arrive pas à s'identifier, qui n'arrive pas à se retrouver dans ces accords-là, il est vraiment difficile que la paix soit rétablie. Et ce que l'État doit faire, c'est quoi? C'est de chercher à obtenir un grand consensus. C'est de chercher ici à obtenir la grande participation de tout le monde. Le Burundi est plongé dans une crise politique depuis 2015 suite à la réélection controversée du président Pierre Nkurunziza. Depuis la relance du dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition, la Tanzanie et les pays de la communauté d'Afrique de l'Est œuvrent pour un accord politique entre le gouvernement burundais et les partis d'opposition, notamment le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et de l'état de droit au Burundi. Mécanisation de l'agriculture, incitation des paysans à se regrouper en coopératives sont autant de réformes lancées par les autorités rwandaises depuis 2006 et qui ont permis de soutenir la croissance passée de 4,7% en 2013 à 7% en 2014 par exemple. Mais qu'en pensent les principaux concernés, à savoir les agriculteurs? Quel bilan dressent-ils? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. Assurer la sécurité alimentaire au Rwanda, telle est l'ambition des autorités. Le gouvernement a même aménagé actuellement 134 marais pour les mettre gratuitement à la disposition des coopératives agricoles. Kamonyi est une localité située au sud du Rwanda et à 34 km de la capitale Kigali. Certains membres de la coopérative Impabaruta occupent ce marais aménagé en 2015 pour cultiver des légumes. Une culture propice pendant cette période de l'année agricole.
Dans le passé, on cultivait comme on le voulait, sans aucune norme. Mais aujourd'hui, je cultive en adéquation avec la politique agricole en vigueur. Nous sommes actuellement dans la saison B où il pleut moins et sur ma parcelle, je ne cultive que des aubergines. Grâce à l'irrigation, à l'adhésion à une coopérative et aux différentes formations, je pense que ma récolte sera satisfaisante. Le district de Kamoni possède 8 coopératives agricoles. La coopérative Impabaruta a vu le jour en 1975 et compte 784 membres. Elle a même remporté en 2013 le prix de la meilleure coopérative agricole africaine au Ghana. Elle a produit 275 tonnes de maïs sur une superficie de 60 hectares en 2015. Mais l'écoulement des produits agricoles reste un défi. La plus grande difficulté est de trouver le marché pour absorber nos récoltes. Par exemple, dans la saison A, c'est-à-dire pluvieuse, on cultive beaucoup le maïs. On vend un peu, mais pas comme on le souhaite. La saison B, ce sont les légumes que nous cultivons, mais on n'arrive pas à les écouler sur le marché. C'est le réel défi de notre coopérative. 10 cultures dont le riz, le maïs, le manioc et les légumes sont des cultures prioritaires au Rwanda depuis 2007 pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Soulignons qu'aujourd'hui, environ 80% de la population rwandaise travaille dans l'agriculture. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.